Liselott et Jean-Marie, je connais leur travail, et lorsqu'on a pensé à faire cette soirée, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer un petit peu de nos fauteuils habituels. Alors j'ai un peu réfléchi au bistrot que je fréquente à Saint-Germain-des-Prés, et je me suis dit comme ça en fermant les yeux, qu'est-ce que c'est la musique de ces bistrots? Et pour moi c'est cette voix permanente des garçons de café qui aboient les commandes et qui n'arrêtent pas comme ça de lancer un jambon beurre, un pâté cornichon, un camembert assiette, 4 serrés dont 2, ce qui veut dire que 2 seront décaféinés, vous l'aurez reconnu sans peine au passage, un œuf maillot, et donc c'est cette espèce de litanie comme ça des garçons de café qui toute la journée passent et passent les commandes à l'homme derrière le bar, qui m'a un petit peu décidé à vous asseoir ce soir autour de table et à demander à Alexis de faire non pas du tout la gastronomie française à laquelle on est habitué dans la région, mais bien ce qu'on mange tous les jours tranquillement au comptoir, rapidement, dans un bistrot fait à Saint-Germain, que ce soit peut-être plus au Café de Flore, plus au De Magot, mais en tout cas encore au Montarin, encore à la Romerie, et encore dans quelques-uns des cafés du coin. C'est donc le jambon beurre, c'est donc le pâté cornichon, c'est donc le camembert assiette. Un camembert assiette ne signifie pas que vous devez manger l'assiette, ni que le camembert est écrasé entre 2 assiettes. Donc il s'agit bien simplement d'un morceau de camembert posé sur une assiette. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, avec ça, boire une fraîche. La fraîche étant une carafe d'eau, bien sûr, d'eau municipale, Château Chirac, comme on disait autrefois. Plus personne ne dit Château Tibéri, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu dire, mais on dit volontiers Château Chirac. Donc pour inaugurer cette petite soirée comme ça, bistrot, eh j'ai eu des complices. J'ai eu des complices, je dois dire. C'est donc la winery, qui est représentée par Mme Roger, qui dit s'il vous plaît, il est bien vous levez, voilà, comme ça. Il vous offre un ballon de rouge, donc c'est pas le traditionnel ballon de côte, comme on entend dire du comptoir, donc c'est pas un ballon de côte, c'est pas un ballon de Beaujolais non plus, c'est un ballon de Zinfandel, de Gimme Winery, qui est un très très bon, un magnifique vin, et vous allez pouvoir donc le goûter à la santé de Liselott, Anne et de Jean-Marie Humel, qui vont venir vous chanter quelques chansons. Alors si vous avez un petit creux, comme on dit en français, vous pouvez casser une petite croûte, si vous n'avez pas de petit creux, vous n'avez pas de petit creux, vous allez écouter des chansons, ça vous en fera peut-être venir. Donc la soirée va se dérouler de façon tout à fait simple, comme pratiquement toutes les soirées. Bien, merci les garçons. Donc tiens, j'en profite pour remercier nos garçons de café bénévoles et nos serveuses bénévoles, Sophie, vous donner un coup de main. Donc, si vous voulez, vous mangez un morceau tranquillement, et puis Liselott et Jean-Marie vont faire une première série d'une dizaine de chansons à peu près, et puis ensuite on aura un petit entracte, si vous avez envie d'une crème caramel, qui est l'ancêtre héroïque de la crème brûlée, qui a tellement un succès dans la région. Donc la crème caramel, que partout en France on appelle un flan, sauf à Paris, où il y a une crème caramel. Donc vous aurez tout loisir d'avoir une petite crème caramel, qui est le dessert préféré des comptoirs parisiens, et le dessert préféré de Saint-Germain-des-Prés. Entrez, trouvez une... Ah non, n'entrez pas, repartez. C'est ça la vie de bistrot, ça va, ça vient, on s'installe pas, ça fait une passion. Donc, avant de passer le micro à Liselott et à Jean-Marie, je voudrais simplement vous dire 2 ou 3 bricoles sur ce qu'a été Saint-Germain-des-Prés. Donc le phénomène Saint-Germain-des-Prés, qui s'inscrit très précisément entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'explosion yéyé, donc disons l'arrivée de la musique internationale via les Beatles en France, est une période très très intéressante de la chanson française. C'est une des périodes essentielles du siècle. C'est l'entrée du bebop dans la chanson française. C'est toute une nouvelle tradition qui est en train de s'installer. Avant-guerre, le jazz avait déjà fait son entrée dans la chanson française, bien sûr. Jean-Claude Renard avait laissé des traces ici et là. Mais après la guerre, c'est la génération bebop qui va commencer à s'installer dans la chanson française. Cette génération-là, c'est une génération qui travaille avec ses poètes, avec ses écrivains,
et qui travaillent en transition sur la musique. C'est-à-dire que vous avez d'une part des musiques, comme vous entendrez ce soir, qui sont par exemple de Cosma, et qui sont des musiques comme on les écrivait un peu avant la guerre, absolument magnifiques, superbes musiques, très influencées par la musique allemande, Bach par exemple, très influencées bien sûr par la tradition de la musique française du 1er XXe siècle. Et puis déjà apparaissent les premiers voyous de la chanson qui vont mettre un peu de bebop dans tout ça. Je pense à un certain Henry Cording, qui va très vite ensuite enregistrer sous le nom de Henry Salvador, mais qui au début était Henry Cording, et qui a écrit le blues du dentiste, qui a écrit aussi le très célèbre Rock'n'Roll Box, que vous allez entendre sans doute ce soir. Et donc, c'est toute cette génération-là, qui est une génération intermédiaire entre les musiciens et les écrivains. Comment se sont-ils rencontrés? Comment se sont-ils trouvés? C'était tout simple. Ils vivaient dans des caves pendant la guerre, et donc après la guerre, ils ont continué. C'était pas compliqué. Il n'y avait plus de bombes, mais ils ont continué à être là, parce qu'ils étaient là, il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de métro, les autobus étaient mal communs, ils travaillaient tous plus ou moins dans l'édition, donc ils travaillaient au quartier latin. Gallimard était de Sébastien Bottin. Vous savez, je vous ai raconté comme ça une histoire formidable. Évidemment, en règle générale, on demande aux gens de fermer leur téléphone ou leur pager comme ça pendant le spectacle. Et puis, un jour, comme ça, pendant un spectacle, ça se met à sonner comme ça. Voilà. Je me retourne, je cherche partout, je regarde des yeux qui étaient. Et puis, c'était le pager du chanteur. Il était en train de sonner dans sa poche. Pendant qu'il chantait, il s'y met. J'ai pas pu faire grand-chose. Mais bon, c'est la loi de la modernité. Donc tous ces gens travaillaient dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et ils n'avaient plus la possibilité de se rendre comme avant-guerre dans le quartier de Montparnasse ou encore dans le quartier moins coûteux du 15e arrondissement, la rue Blomet, où s'était installé Miro, où s'étaient installés quelques peintres, lorsque Montparnasse était devenu trop cher. Donc toute cette zone-là était devenue plus ou moins accessible, plus ou moins librement accessible, et ces garçons qui travaillaient donc dans le quartier latin, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le seuil s'était installé juste derrière, là, derrière la place Saint-Germain-des-Prés, rue Jacob, 26. Il y avait vraiment donc une sorte d'atmosphère un peu intellectuelle dans ce coin-là. Alors ils se venaient dans les bistrots, en plus il faisait chaud, il faisait meilleur que les bureaux. Dans les bureaux, généralement, on sont obligés de travailler, parce qu'on n'est pas absolument obligé de faire au bistrot. Et ils étaient là en train de boire un coup, et puis un jour, ils ont dit on va pas passer la journée au bistrot, donc ils descendent dans la cave, ils s'installent dans la cave, et puis ils disent on est dans la cave, on va se lire des poèmes, on va se lire des histoires, et puis on va se mettre à chanter des chansons, et on va se chanter des chansons. Et c'est comme ça que petit à petit est né Saint-Germain-des-Prés, c'est comme ça que sont nées les caves de Saint-Germain-des-Prés, celles qu'on peut encore aujourd'hui en voir. Elles n'ont plus tout à fait la même saveur qu'elles avaient à ce moment-là. En tout cas, j'imagine. Qui est-ce qu'on voit dans ces caves? On les voit à peu près tous de temps en temps. Hein. On y voit bien sûr Jean-Paul Sartre, on y voit Juliette Gréco, on y voit Boris Vian davantage, puisqu'il travaille, il joue de la trompette. Juliette Gréco aussi, il chante. Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau, tout ça, on les voit peut-être un peu moins souvent. Il y a des rescapés de l'avant-guerre, il y a aussi Prévert qui vient aussi passer ces jours-là. Queneau, par exemple, un jour que je lui demandais, je lui disais qu'est-ce que c'était cette époque, est-ce que c'était vraiment sympa, est-ce que vous étiez tout le temps au tabou, et tout ça. Il me dit oui, il y avait du monde au tabou, il y avait beaucoup de monde, tous les gens y allaient. Il dit nous, pendant ce temps, on travaillait. Donc ils n'étaient peut-être pas là tous les jours. Mais ces belles chansons qu'on y chantait, il fallait bien prendre le temps de les écrire, et donc ils les écrivaient probablement du côté de Neuilly, et la vitesse qu'on va. Donc cette période est une période extrêmement féconde, c'est une période libertaire, c'est la période de l'après-guerre, et cette après-guerre qui est déjà un avant-guerre évidemment, puisque déjà évidemment la guerre d'Indochine, déjà la guerre froide, bientôt la guerre d'Algérie, donc c'est toute cette atmosphère. Donc ce sont les dernières chansons, véritablement, avant longtemps, ce sont les dernières chansons dites à texte, qu'on met dans le répertoire de la chanson française. Il faudra attendre ensuite l'évanouissement de l'influence de la chanson américaine, l'influence formelle du marché international sur la chanson française, qu'on voit réapparaître dans les chansons à texte, qu'on voit réapparaître en ce moment. Donc toute cette période qui s'inscrit entre, disons, 1950 et 1990 à peu près, est la période du primat de la musique américaine dans la chanson française. C'est une période un peu curieuse, intéressante, avec ses hauts, avec ses moins hauts. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'influence de la musique américaine sur la chanson française est de moins en moins importante. Et qu'entre le sourire de Khaled et le sourire de Michael Jackson, les nouveaux chanteurs ont choisi. Ils ont choisi Khaled. Et c'est vrai que la musique aujourd'hui est beaucoup plus influencée
par les rythmes africains, les rythmes de la world music, que par les rythmes de la musique américaine de Marchoul. Donc voilà, c'est un moment de cette chanson française que Liselotte, Anne et Jean-Marie Hummel, qui viennent d'Alsace, en passant par Los Angeles, et avant de rentrer en passant par Boston, vont vous donner un petit aperçu. Donc vous allez me laisser passer par une bouche, je vais l'éteindre les lumières, on va mettre les projecteurs, et on va les mettre au travail. Merci. Bon appétit. Liselotte, Anne et Jean-Marie Hummel. L'accordéon, c'est pas vraiment l'instrument de Saint-Germain-des-Prés, et d'ailleurs Boris Vian, qui est un des papes de Saint-Germain-des-Prés, n'aimait pas trop cet instrument. Bon, je pense que la chanson française s'est un peu rattrapée là-dessus, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'accordéons, même dans le rock français. Mais nous on la garde pour cette époque-là, parce que c'est une manière de passer de la rue à la cave, et même de changer de quartier. C'est-à-dire que l'accordéon, c'était plutôt du côté de la Bastille, c'était le balageux et tout ça. Saint-Germain-des-Prés, quand même, c'était le jazz, c'était le piano, c'était la batterie, c'était pas le popu, hein, c'était quand même autre chose. Mais on la garde, nous, pour une chanson qui est un peu une histoire de tendresse, une histoire de rencontre, parce que Saint-Germain-des-Prés, c'est ça, c'est on bouge pas d'un quartier, comme le disait Paul, et donc tout le monde se connaît, tout le monde s'aime, tout le monde s'apprécie, tout le monde se donne un coup de main, je pense, parce qu'on sort d'une sale période où la musique, pour les jeunes, était interdite, le jazz était interdit, le bal était interdit, il y avait quand même des rafles au petit matin, des choses comme ça, il ne faut pas l'oublier, et donc c'est une période où on se tenait les coudes, en tout cas les gens qui pensaient la même chose, quoi. Et Juliette Gréco, qui est une résistante, qui portait des courriers, des choses pour les résistants, qui était une très jeune femme, avait commencé ses études de médecine, puis à un moment elle a dit « Oh ben non, peut-être que moi je préférerais chanter ou bien être comédienne », donc elle a hésité entre les deux, puis elle allait voir son copain, c'était Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre, elle lui a dit « Écoutez Jean-Paul, est-ce que vous pourriez choisir quelques textes qu'on pourrait mettre en musique ?» Et puis Jean-Paul Sartre a dit ben, vous repasserez, puis elle est repassée. Puis parmi ces textes, il y en avait 3 qui ont fait le début de carrière de Juliette Gréco. Il y avait Si tu t'imagines, qui est un texte de Raymond Queneau, qui est un poème. Ça n'a pas été écrit pour être mis en musique, hein. C'est un poème. Je vous raconterai après l'ennui qu'a eu Queneau avec cette chanson-là, puis tout d'un coup l'a hissé à une première célébrité. La deuxième, c'est un court texte de quelqu'un qui a été une victime de cette guerre-là qui vient de terminer. C'est un texte de Desnos. Robert Desnos. Et sur une musique de Joseph Cosma, ben vous la connaissez tous, hein. C'est la chanson la plus courte du répertoire français. Une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un car plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était celle-là. Bon, peut-être qu'on vous la refasse parce qu'elle était trop courte. Non, bah non, on la fera pas. Hein. Donc c'est dans les œuvres de on l'a fait sur demande à la fin. C'est une chanson. Les chapeaux dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux. N'allez pas croire qu'on va vous chanter exactement les chansons qui sont nées entre 1947 et 1950. Non, pour nous, Saint-Germain-des-Prés, d'abord, c'est une nostalgie. Il y a eu des chansons sur cette nostalgie, sur ce quartier-là. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, priez pour Saint-Germain-des-Prés, j'habite à Saint-Germain-des-Prés.
Il y a eu Où est-il passé le bon Saint-Germain, c'est Nicolas Dac qui chantait ça. Enfin, il y a eu une foule de chansons sur cette période-là. Et pour nous, en plus, je pense que il y a une nouvelle qualité de chansons françaises qui s'écrit à partir de là. D'abord parce qu'il y a des gens qui l'écrivent bien. Des écrivains, d'abord il y a des écrivains qui rentrent davantage dans la chanson française. Prévert avait déjà fait une carrière avant la guerre avec son groupe Octobre, avec les poèmes mis en musique par Cosma. Queneau commence une carrière, on voit là il y a une chanson de Jean-Paul Sartre, il y a d'autres Boris Vian fait une grande carrière d'écrivain de chansons, mais pas seulement dans la chanson. Du coup il y a une qualité qui s'installe, une qualité musicale également avec Cosma, avec les musiciens qui ont travaillé avec Boris Vian, parce que lui-même était musicien, il était aussi dans le milieu de musicien, donc tout d'un coup, le fait qu'il y ait le jazz aussi, ça va donner une nouvelle chanson qui existe encore aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il y a cette qualité, c'est ce qu'on appelle le style rive gauche. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui existe, peut-être de moins en moins parce que géographiquement ça ne se situe plus, mais en tout cas, on a décidé à ce moment-là de faire quelque chose de qualité et on a également décidé de rentrer un peu davantage la politique dans la chanson, c'est-à-dire parler de choses comme les bombes atomiques, les marchands de canons et tout ça. Et pour nous, Saint-Germain-des-Prés, dans l'esprit libertaire, va nous amener à mai 68, ça c'est évident. Et donc, pour vous dire que les chansons qu'on va vous chanter aujourd'hui ont été écrites entre 1966 pour la plus vieille et 1945 pour les plus récentes. Et voici une des toutes premières chansons de Léo Ferré, qui est aussi quelqu'un qui a commencé à exister à ce moment-là, qui est une chanson mais qui raconte déjà la nostalgie de ce quartier. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir je prends des coups avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé et pour courir le guillotine près de la Seine, souvent on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient nous arder chez nos misères. C'est bête, on voulait s'amuser, mais c'est raté. Regardez tous ces voyous, tous ces poètes de dessus et leur tablème. Regardez tous ces fauchés qui font semblant de jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimes fauchés font bien voir. Ces grands fauchés font du tapage. C'est bête, on voulait s'amuser. Salut, on est à Saint-Germain-des-Prés. Tous les 25 ans, France invente une belle époque. Ainsi, il y a eu 1900. Il y a eu 1925. Et il y a eu 1947. Et c'est là qu'on a demandé à Boris Vian, l'un des inventeurs du tabou, ce qu'il pensait du Saint-Germain de cette époque. La belle époque, c'est pas toujours la même, parce qu'en 1900, c'est un peu la bohème. Les jeunes gens, c'est la bohème. En 1925 aussi, c'est des gens qui sont à l'aise. Mais en 1945, les jeunes gens habitent des petites mansardes de 3 mètres sur 3 mètres. C'est un peu la misère, c'est un peu la dèche. Mais quand même, on se retrouve pour écouter de la musique classique, pour être au chaud tous ensemble. Il n'y a pas de chauffage, alors on se retrouve dans des petits cafés, on reste une heure devant le petit noir, on attend que ça passe, puis on discute. Puis un jour, tiens, on laisse tomber un manteau dans un café, il va dans la cage, Julia Gréco descend, il dit, oh, mais
Mais Dakar, on pourrait ranger un peu les caisses, on pourrait se retrouver là tous, en train de viens avec ta trompette, et puis moi je dis des poèmes avec Anne-Marie Casalis, et puis je sais pas, tout d'un coup, ah ouais, on existe entre nous, quoi. Et puis, on écoute de la musique classique, il faut dire que la musique classique, on se connaît pas longtemps, c'est peut-être un peu de jazz. Il faut dire que dans les années 50, on a connu une révolution en France, c'est le passage du 78 tours au micro-sillon. Et la musique américaine nous arrivait là, et puis bon, on avait envie de s'éclater, de danser, voilà. Tout devait être neuf, ouais. Tout devait être neuf. La nouvelle musique, la nouvelle mode, la nouvelle série, la nouvelle vague, la nouvelle photo, la nouvelle peinture, tout devait être neuf. Salut, à Saint-Germain, et toutes les célébrités du monde entier se devaient de faire un petit tour à Paris, c'est Duke Ellington, ouais. Et Charles Chaplin. Yeah, Orson Welles, Anna Magnani. On les salue, à Saint-Germain des il n'y a pas que le quartier quand même, faut pas déconner. Et un soir, Boris Vian a emmené son copain Raymond Queneau dans un quartier, pas tout à fait le même quartier. Lui découvrir une rue où il n'y a personne qui habite. Il y a très peu de gens qui passent. Une rue mal éclairée. Et comme nous en France, c'est un paradoxe, on l'appelait la rue Ouate. Lorsque j'y étais, pour la première fois, c'était en février, mais faisait pas froid. Les clochards s'en allaient sur les grilles fumantes et les moulins tournaient dans la nuit murmurante. J'étais avec Raymond. Il m'a dit, mon colon, il faut que tu constates qu'il n'y a rien. Il faut que tu constates qu'il n'y a rien comme la rue. Une rue bordée de colonnes où il n'y a jamais personne. Il y a simplement en l'air des voies de chemin de fer où passent des lanternes tenues par des gens courts qu'ont les talons qui sonnent. Sur ces allées grillées, sur ces colonnes de fonte qui viennent du Parthénon. On l'appelle la rue Ouate parce que c'est la plus basse. On l'appelle la rue Ouate parce que c'est la plus basse. On l'appelle la rue Ouate. On l'appelle la rue Ouate parce que c'est la plus. C'est une rue couverte, c'est une rue ouverte, c'est une rue déserte qui remonte au debout. Des châles colorés filent en prise directe sans jamais s'arrêter. Tu sais pas pourquoi? Parce qu'il ne pleut jamais. Le jour c'est moins joli, alors on y va? On y va? Alors on y va. La nuit, pour traîner des savates le long de la rue, pour traîner ces savates.
juste un peu putassière, mais au bout de Paris, près de la gare d'Austerlitz, vierge et vague et morose, la rue se repose. Un jour j'achèterai mais j'ai enfin trouvé je roule en Cadillac dans les rues de Paris. Depuis que j'ai compris la vie, j'ai un petit hôtel, 3 domestiques et un chauffeur, et des flics qui me saluent comme l'un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours un amateur pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canon à vendre. Avec votre ferraille, on forge des engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à nos bons ouvriers, que chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières. Mais moi maintenant, je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant. Et seul dans la vie, je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y'a plus personne sur le pavé. Je danse la carmagnole, y'a plus personne sur le pavé. Canon en solde. Toujours des paroles de M. Boris Vian sur une musique d'Alain Goraguer, la charade des bombes atomiques. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure. C'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication donc un rayon d'action de 3,50 mètres. Oh, il y a quelque chose qui chante là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant
pendant des jours, palpante avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour se distraire, sa mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors couvert de sparadrap, en buvant son tilleul, dont on nous déclara: Ah, mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui se mange. Soyons sérieux, disons-le, c'est même plus un cerveau, c'est de la sauce blanche. Bon appétit. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans, tu m'entends immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: Soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Mais messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna. Et puis on l'amnistia. Et puis reconnaissant les luttes immédiatement. Debout, chef du gouvernement. Et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait, personne ne jouait. Et dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisait et qui ne dites rien? Lui demandait les musiciens. Moi, je joue de l'orgue, de barbarie, et je joue du couteau aussi, dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis il s'avança, le couteau à la main, et il tua tous les musiciens, et il joua de l'orgue de barbarie. Et sa musique était si belle, si vivante et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano, où elle était couchée, endormie, paranoïée, et elle dit: Moi je jouais au cerceau, à la balle, au chasseur, je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais à
avec une peine. Je jouais au papa et à la maman. Je jouais à chat perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je jouais au gendarme. Mais c'est fini. Elle dit c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Je veux jouer. Mais qu'est-ce qu'elle veut jouer? Elle veut jouer un assassin. Je veux jouer. Elle veut jouer de l'orgue de Barbare. Et l'homme prit la petite fille par la main et ils s'en allèrent dans les rues, dans les maisons, dans les jardins et ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent. Et ils eurent beaucoup d'enfants. L'aîné a pris le piano, le second le violon, le troisième l'orgue, le quatrième la crécelle, le cinquième le violoncelle. Et puis ils se mirent à parler, 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 on n'entendit plus la musique et tout fut à Il y en a plus d'un, on a souffert. Car vous voyez, mademoiselle, moi je suis pire qu'un tremblement de terre. On ne s'enlève pas. Je couche. Thank you very much. Thank you. Je suis née toute nue, je vis comme je suis née, je suis née toute petite. Si j'ai grandi trop vite, je n'ai jamais changé. Et je vis toute nue pour la plupart du temps. Ce temps où je vis nue, ce temps, c'est de l'argent. C'est l'amour qui m'a faite, l'amour qui m'a fait fête, l'amour qui m'a fait fête. Où donc est-il parti l'amour que j'avais, qui me faisait plaisir, qui me faisait rêver, qui me faisait danser, danser en sa baguette, c'était mon chef d'orchestre. Moi, son corps de planète, c'est l'amour qui m'a faite, l'amour qui m'a fait fête, l'amour qui m'a fait fête, et je vous change en bête chaque fois que ça me plaît. Votre amour n'est pas vrai, votre amour n'est pas vrai. Passez-moi la monnaie et encore de la monnaie. C'est l'amour qui m'a faite, l'amour qui m'a défaite et m'a abandonné. Où donc est-il parti l'amoureux qui m'aimait, qui me faisait danser, qui me faisait rêver? Où s'en est-il allé? Je suis toute nue, je vis comme je suis née, je suis née toute petite. Si j'ai grandi trop vite, jamais je n'ai changé. Et je vis toute nue pour la plupart du temps. Ce temps où je vis nue, ce temps c'est
c'est la monnaie. Pour commencer ses récitals, Boris Vian, il jouait dans un petit orchestre la trompette, la trompinette. Et pour être sûr que le taulier, c'est le responsable, ici c'est Paul Fournel, le taulier paierait les musiciens, donc du petit orchestre de jazz, dans lequel il jouait la trompinette, ils avaient pris un classique de la musique américaine qui a servi vraiment à toutes les sources en Europe, c'est Whispering, ça va comme ça. Et il a mis des paroles très efficaces pour les petits épargnants, très efficaces aussi pour faire comprendre au taulier ce que voulaient les musiciens. Ça va comme ça. Vous avez les paroles devant vous, on chante ensemble s'il vous plaît. Attention. Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs. Oh, le 50, il sonne bien. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous. Ce qui est rigolo, c'est que le 100 sous, quand on le lit, on comprend ce que ça veut dire, mais 100 sous, c'est... voilà. Donc le musicien, dès qu'il gagne un peu d'argent, ben, il le dépense. Attention, on fait un petit tempo un peu plus rapide. Oui. Attention. Ah, si j'avais 100 francs 50, J'aurais bientôt 2 francs 50. ah, Si j'avais 2 francs 50. j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous. Nous reviendrons à la charge. Voilà, tout ça c'était pris. Maintenant on va faire un petit entracte parce qu'il paraît qu'il y a une deuxième partie de repas, puis peut-être que vous avez eu faim entre temps, ou des sœurs, ou je sais pas quoi. Oh, ça va. On dédiera à tous les serveurs, les serveuses Voilà. qui chantent dans les cuisines. Il y a Alexis Alors, qui prépare tout ça. C'est une petite histoire ça, c'est Jacques Canetti, l'impresario qui a découvert donc Brel, Brassens et qui a beaucoup fait avant-guerre. Il m'a raconté, Jacques, parce que je l'ai rencontré, j'ai travaillé avec lui, il est le premier impresario en France qui ait fait venir Cab Calloway, Duke Ellington et Louis Armstrong en France. Et il avait un très bon souvenir de certains passages à Strasbourg, parce que nous on est de Strasbourg, il disait, moi quand je voulais tester un artiste, Jean-Marie, je le faisais passer à Strasbourg ou à Caen, ça c'est deux villes un peu opposées, et si ça marchait bien là-bas, je pouvais les emmener à Paris. Et donc Armstrong, Duke Ellington et Cab Calloway dans les années 30, hein, c'était en 1932-33, sont passés dans les mains de Jacques Canetti. Voilà, à l'époque il s'occupait aussi d'Edith Piaf et tout ça. Et après la guerre, Michel Legrand, vous connaissez Michel Legrand? Michel Legrand, qui était un jeune musicien de jazz, compositeur aussi, qui n'avait pas encore fait toutes les musiques qu'on connaissait. Il était l'arrangeur chez Philips pour Catherine Sauvage, pour Léo Ferré, pour Boris Vian, pour Nougaro. Les premiers disques de Nougaro sont arrangés, écrits, les orchestrations, par Michel Legrand. Ils sont allés aux États-Unis, ils sont revenus. Ils sont allés voir Boris Vian, qui travaillait ensemble chez Philips, hein, Boris Vian et Jacques Canetti, il l'a fait comme ça. Et il a dit, écoutez, on a entendu une musique fabuleuse, c'est le rock and roll. Boris Vian a dit, tu pars, c'est une mode, ça va pas exister. Et comme toujours, nous en France, on a tendance à prendre des choses à la dérision, pas du tout au sérieux. Ce qui fait que nos rockers à nous aujourd'hui sont très fâchés avec Boris Vian et avec Henri Salvador. Par exemple, Eddie Mitchell déteste cette période-là, parce que eux, c'est les vrais rockers. Naturellement, eux, c'est Nashville et compagnie. Et tout d'un coup, les Boris Vian, ils ont fait des gags avec déjà le mot rock, ça les a fait, je les ai notés. Alors, ils ont dit, bah écoute, si c'est la mode, ben nous on va écrire des rock français, c'est pas un problème. Ils ont dit, impresario, Canetti, le patron, il dit, il faut écrire des rock, on va écrire des rock. Alors ça donnait rock monsieur, rock madame, rock hockey, strip rock, Alhambra rock, c'est une salle de spectacle à Paris, l'Alhambra rock. Il y a le rock de Monsieur Feller, on l'appelle donc le rock Feller. C'est pas aller loin, hein.
Un peu plus tard, Léo Ferré, il a fait une chanson qui s'appelle T'es rock coco, t'es rock à la discoterie. Et en voici une qu'on peut consommer sur place tout de suite, puisque vous êtes tous à table et que tout ça, ça vous met en appétit. Ça s'appelle Rock and Roll Mops. Vous savez, vous voyez, le roll mops, c'est un poisson, et on rajoute du rock, et puis voilà. Ouais, c'est quelque chose dans the rocks, et puis le rock and roll mops, attention! Je l'ai séduite dans un instant, grâce à la lueur qu'elle a dans l'œil. Elle est tombée comme une feuille dans mes rangs à Douran ou dans. On s'est tenus comme des dieux, à Aznavour on est resté bleu. Un phono jouait dans un coin, des airs de jazz qui swingaient bien. Mais à la fin, j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin. Allô Fournel, montez-moi donc de quoi manger, sinon je vais crever. Et qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Oh Paul, apportez-moi sans hésiter. Rock and roll mop avec du pain beurré. Rock and roll. Ah oui, voilà. Il faut que vous participiez. Moi, c'est un peu comme le rond de serviette avec sa serviette. Vous faites le rond, je fais la serviette. Attention, donc vous faites juste rock and roll mop. Puis moi, je vous mets avec du pain beurré, je vous fais avec du bifteck caché, avec un œuf à cheval, je me sens cannibale, je vous fais. Alors, on essaie juste, attention, rock et rock and roll avec du pain beurré, avec un steak caché, avec un œuf à cheval, je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard de sapajou, du foie de lion au salsifis, de la tête de lard aux fruits confits et dans un plat. Rien que pour moi, bien préparé, pas trop pas saisonné. Ça m'a réconforté, rock and roll. Je suis plein à craquer, rock and roll. La force est décuplée, rock and roll. On est retourné se coucher. Oui, mais pas sans avoir pris un dernier petit. Rock and roll, avec du pain beurré, rock and roll. Mais le type t'a caché, rock and roll. Avec un œuf à cheval, rock and roll. Je me sens cannibale. Oh chérie, je crois que toute la nuit je vais rêver de rock and roll. On fait une petite vingtaine de minutes de pause. 20 minutes, ça vous va? Ouais. Non, un quart d'heure. Pas trop longtemps parce qu'on se 25. refroidit. Hein. 25. Voilà, 10 minutes, allez. 25. Vous nous appelez, vous chantez rock'n'roll mops et on revient. Ça serait la... Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Premièrement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus jeune que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme. Il y a beaucoup de mérite, sans compter les emmerdements. Deuxièmement, il y a beaucoup de mérite à épouser une femme plus vieille que soi. Il y a beaucoup de mérite à épouser une femme, il y a beaucoup de mérite à épouser, sans compter qu'il y a des emmerdements. Troisièmement, il y a beaucoup d'emmerdements. Sans compter le mérite d'épouser une femme. Quatrièmement, ne vous mariez pas les filles. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien et en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont grands, ils sont affreux. Quand ils sont vieux, ils sont méchants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats, montez des
boîte de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas, dansez à poil pour des gagas. Soyez radoteuse, amusez-moi, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas les filles. Alors j'allais rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guimauve. Avait vendu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais, se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence. Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent, quand ils sont durs, ils vous torturent, quand ils sont riches, ils gardent l'artige, quand ils sont forts, ils font du sport. Ne vous mariez pas, mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'un manque à toi. Prenez la presse et gardez-la, lâchez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de vos petits gars. Rien dans la tête, mais tout dans le bras. Alors, mais ça sera si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas les filles avec moi, si vous ne vous mariez pas les filles. Mais c'est un peu facile pour vous, mesdames, parce que maintenant, ça va être dur pour vous. Ah ouais, c'est un peu comme ça la chanson française. D'un côté, on dit ne vous mariez pas les filles, de l'autre côté, les femmes, elles en prennent vraiment plein la tronche. Ben, c'est comme ça. Mais en même temps, on a beaucoup d'humour par rapport à tout ça, et puis c'est beau qu'on parle de la vie aussi de cette manière-là. Raymond Queneau, une des chansons fétiches de Juliette Gréco, musique de Joseph Cosma, Si tu t'imagines. Alors, Queneau, il avait écrit ça c'était dans un recueil de poèmes. Hein. Donc un recueil de poèmes, il faut l'acheter, il faut le lire, il faut... Parfois on lit, puis on oublie, puis... Et tout d'un coup, un poème de Raymond Queneau, mis en musique, passe à la radio et devient une espèce de succès de 1947. Et Queneau, le nom de Queneau est beaucoup plus connu du jour au lendemain, grâce à une chanson qui parle de la vieillesse de vous, mesdames, qui, comme vous le savez, vous ne vieillissez pas de la même manière que nous, beaucoup mieux que vous. Et déjà à l'époque, Raymond Queneau s'est pris une engueulade. Il a eu des courriers de dames outrées en disant espèce de salopard, c'est comme ça qu'on parle de la vieillesse des femmes et tout ça. Et vous-même, alors Queneau était gêné, il a dit voilà, c'est ça, la gloire. Alors que tout ça c'est un poème dans le même recueil de poèmes, un peu plus loin ou un peu moins loin, je sais pas. Il y a un texte qui s'appelle Vieillir, et où il parle justement de ses 40 ans, et lui ça va comme ça, ma jeunesse est finie, ma jeunesse est partie. Je reste sur le cul avec 40 ans d'âge. J'ai pris le pucelage de la maturité. Me voilà qui déconne, me voilà qui bedonne. Je tousse. Déjà. Ah, quand j'étais jeune homme, quand j'avais 20 ans, etc. Il parle de sa vieillesse à lui, et voilà, tout d'un coup, il y a une chanson, et c'est celle-là, voilà, il a pris des tartares. Voilà. Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours, la saison des amours, ce que tu te cours, fillette, ce que tu te cours. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de gars, tes mignons biceps, tes ongles, tes mailles, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Si tu crois petite, que ça va durer toujours ce que tu te goûtes. Fillette, ce que tu te goûtes.
jours s'en vont, les beaux jours de rêve, soleil, planète, tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Et sous moi s'approche la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé. Le muscle arraché. Allons, cueille, les roses, roses de la vie, les roses de la vie, et que la pétale soit la médaille de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te goûtes, fillette, fillette, ce que tu te goûtes. Une des premières chansons de Léo Ferré. Le jazz band. Ah ouais. La clarinette qui était gonflée, a dit mes potes ça va jaser. Le saxon qui comptait les points, mais le chorus au bout de ça. Le piano qui était pas Chopin, se donnait pourtant un mal du chien. Chien. On n'est pas là pour rigoler, la bande à jazz a débarqué. Jazz band, la Duke Ellington. Jazz band, Louis Armstrong. Jazz band, Gaston Quinton. Jazz band, jazz and so on and so on and so on and so on. Qui jouait de la liste se faisait passer pour le bassiste. Le basson sacré nom de nom était pas dans la partition. Le mot qui se faisait tourner, c'est qu'il est pointé du suspense. On n'est pas là pour rigoler, la bande à jazz est dans le quartier. Oh là là, hey, jazz band, la Duke Ellington. Jazz band, Louis Armstrong. Fais ça, je fais attention. Louis Armstrong. Jazz and so on and so on and so on and so on. La mélodie s'est dégonflée, on l'a retrouvée au Séba. Les drums sont tout foutus, on les répare que ça coûtera un peu cher, monsieur Fournel. La guitare s'est arrangée pour planquer Bach à la pitié. Y'a pas eu moyen d'y penser, la bande à jazz tenait le quartier. Jazz band et moi pour l'écouter. Jazz band et toi pour y danser. Jazz band, la Duke Ellington. Jazz and so on and so on and so on and so on. Une chanson sous le printemps nous mitraillait de la fleur des champs. J'avoue qu'avait mal tourné, une foxtrot est un chaman. Un vieux tango sous un phonème nous soldait du boogie bidon. On allait peut-être pouvoir s'aimer, la bande à
jazz, quitter le quartier. Je t'aime, même si c'est sur 3 temps. Je t'aime, ici ou dans le vent. Je t'aime, en jazz et en nos gens. Je t'aime, l'accordéon, le temps. La prochaine chanson est un peu étonnante pour la personne qui avait posé la musique. Le texte est de Boris Vian, et Boris Vian était monsieur touche-à-tout, et il voulait surtout gagner aussi bien sa vie, parce qu'il aimait bien la flambée, et je crois qu'il l'a vraiment flambée, par les deux bouts. Et c'est une chanson qu'il voulait vendre à Edith Piaf. Edith Piaf était très demandeuse de chansons, c'est comme ça qu'elle a rencontré tous ses amants, Moustaki, Aznavour, Beko, Cerdan, non pas Cerdan, je veux dire pour les chansons, c'est quelque chose. Mais voilà, Jacques Pils, c'était le chanteur, le Joubert des Compagnons de la chanson, enfin, tous ces amants étaient quand même principalement des chanteurs, des gens qui florissaient du matériel. C'est beau de gérer le métier comme ça, avec d'être tout de suite avec ses producteurs. C'est bien, ah ouais, c'est ça la vie. Et donc Boris Vian essayait de placer des chansons à Edith Piaf. D'ailleurs, il était assez sévère avec Edith Piaf, Boris Vian, quand il faisait des critiques sur certaines chansons, comme Bravo pour le clown, et comme ça, qui sont vraiment de très mauvaises chansons. Et ça, c'en est une que moi je trouve magnifique, et qu'Edith Piaf n'a jamais chanté. C'est Mouloudji qui l'a chanté. Et la musique, justement, pour en revenir à Piaf, est de Marguerite Monod. C'est celle qui a fait la musique de Milord, sur des paroles de Moustaki. C'est elle qui a fait la musique de chansons. Enfin, vous regarderez, si vous avez des disques d'Edith Piaf, Marguerite Monod, c'est elle qui a fait. Ah ben oui, c'est celle qui a fait Irma la douce. Vous le connaissez tous. Marguerite Monod. Super, il n'y a pas que des lacs dans la musique. Et voilà donc la valse jaune. Pourquoi jaune?
Il y a du travail dans la vie. Moi j'aime pas le travail, mais j'aime bien la vie. Et je vois de quoi il rêve, en faisant gaffe de pas trop en faire. Il y en a qui comprennent pas la vie. 6 heures du matin, ils sont déjà levés. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Ça dégoûte presque autant que la pluie. Et le soleil de l'autre côté du monde, dans ce que va ce monde, avec la terre ronde, 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 et le soleil rayonnant comme un feu, danse une valse jaune pour ceux de l'autre ciel. Et j'ai la lune, j'ai la lune qui approche de l'ombre loin de toi. Je vois les songes qui s'envolent en lente pendule et se perdent là-bas. Le soleil fait le tour de la terre et revient sans s'en faire. Et la nuit se remplit de travail, de cris. Alors, moi, je me mets au lit. Pour se coucher tard. Bonsoir. Faut coucher les enfants. Désolée. Ah, nous aussi, on va y aller bientôt. On va coucher l'enfant qui dort en nous. Voilà une des chansons qui raconte la nostalgie de Saint-Germain-des-Prés. C'est Guy Béard, qui est une des espèces de la chanson française. Il a écrit un tas de chansons, on sait même pas tout le monde les chante, hein, comme la vie, ma petite, comme les chansons. C'est un mec qui est vraiment très simple au range de sa guitare. C'est-à-dire qu'il doit connaître un peu d'accord. Mais des trucs vraiment très bien. Ben ouais, c'est bon, on va complètement. Et c'est comme ça qu'il est détesté par tout le métier. Parce qu'en plus, c'est un sale con. C'est vrai. Gainsbourg le détestait parce qu'il la ramenait tout le temps. Il disait pas du tout, la chanson c'est un art majeur, c'est vachement important ce qu'on fait. Nous, et Gainsbourg disait arrête tes conneries. La chanson c'est un art mineur, c'est-à-dire c'est un art mineur de fond. Et je crois que Gainsbourg avait raison, parce qu'il faut pas qu'on la ramène trop. Les chansons c'est que des chansons, mais c'est des chansons. C'est vrai que c'est important dans l'histoire sentimentale des gens, dans l'histoire tout court des gens. Et ce qui fait que Béard, il a écrit ce truc-là qui est finalement pas mal du tout. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Fort. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je t'appellerai à Saint-Germain-des-Prés. Chantez-la quand vous la connaissez, moi ça va, je me là-dessus. C'est pas plus toi, c'est pas plus moi. Il n'y a plus d'autre voix. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus de goût. Que tu aimes, c'est que tu es un autre, c'est que je suis
Il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je me réveille à Saint-Germain. Ce ne sera plus toi, Ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. À vivre au jour le jour, la moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. les avenues, la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus la toile à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te réveille à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois à Je voudrais pas que vous vous couchiez sans quelque chose d'un peu excitant, parce que San Francisco était aussi une ville assez chaude. Voici donc, toujours dans la lignée des rock'n'roll mobs, ceci le premier rock'n'roll sadomasochiste de l'histoire de la chanson française. Sadomasochiste, ça va? Nous, souvent, on s'imagine que c'est un concept européen, mais ça a voyagé quand même, ces histoires. Voici donc le premier rock'n'roll sadomasochiste de l'histoire de la chanson française qui s'appelle « Fais-moi mal, Johnny ». Et qu'on dédie à Dominique Barre qui vous a offert ce verre ce soir. Et puis à Marie-Claire Barre, sa femme qui est là, qui lui racontera. Donc eux, ils sont particulièrement des spécialistes du rapport sadomasochiste. Mais, excuse-moi Marie-Claire, mais c'est peut-être un peu... Mais c'est une jolie chanson, hein. Non, puis je veux dire, c'est... Enfin bon, tu nous en voudras pas On mettra la langue ce soir. de t'offrir cette chanson d'amour, quoi. À mon approche debout, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pas. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole. Et j'ai crié, mais vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. En moment aussi, elle. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais-lui mal. Ah, vas-y, fais-lui mal. Ouais, alors tu vas y aller, tu vas lui faire mal, ouais. Bon, un deuxième couplet, alors. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des ribles. Il m'a regardé d'un air bête, il comprenait rien, le malheureux. Il m'a dit, l'air étonné, que je ne ferai pas de mal à une biche. Il m'a énervé, alors je l'ai giflé et j'ai grassé d'un air large. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi je suis pas une mouche, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour. Qu'est-ce que tu fous? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut lui faire mal? Hein? Bon. On va dire. On va quand même se décider, sinon ça va faire un opéra ce truc. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tous les noms d'un père. Il en donne vers moi courant. C'est là qu'il veut au succès. Il m'a dit, arrête ton chat, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Attends, moi j'ai d'enfile, je sais comment tu vas. Arrête, tu me fais mal. Pas tes pieds. Moi j'aime pas l'amour qui fait vite.
Bon, allez, on termine, hein. Quatrième et dernier. Il a remis ses petites chaussettes, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule d'émise pour les bouillots d'une certaine espèce de garder de faire des frais. Mélanger les bleus blancs, les fesses et plus jamais je n'attirerai. Fais-moi mal, Johnny, 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 en Angleterre. Fais-moi mal, Johnny, 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 avec l'amour qui me... Oh la vache de l'homme. Et j'ai des bleus partout, des bleus, des verts, des jaunes, des rouges, des roses, des violets. Oh, Johnny! Qu'est-ce que c'est agréable, surtout qu'on l'avait prévu. On s'est renseigné. Elle n'avait pas l'habitude, vous. Enfin, que le public américain n'a pas l'habitude du bus. Nous, une fois qu'on est bien entre amis, c'est quasiment ça, on s'arrête plus. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien de s'arrêter, il y a des enfants qui dorment, il y a des babysitters à payer, il y a des... C'est une catastrophe. Marie-Claire, moi je préférais franchement te dédicacer cette chanson-là, qui est beaucoup plus belle. Alors ça, c'est le tube des années 1949, et c'est très bien. Alors ça, je vous en veux un peu, j'en veux un peu aux musiciens américains, mais c'est tout ce que je leur en veux, parce que vraiment, on les aime beaucoup, puis on a beaucoup appris d'eux aussi, et puis c'est beau. Vous n'avez gardé que le refrain de cette chanson, alors qu'il y a un très bon couplet. La musique est écrite de Joseph Cosma. Joseph Cosma, je vous dis deux mots parce que c'est toujours bien de savoir d'où vient le compositeur. C'est un musicien hongrois, juif, qui a vécu, je vous dis pourquoi juif, vous verrez, vous saurez pourquoi, dans les années 30, a été le pianiste de tournée chez Bertolt Brecht à Berlin. En 1933, Hitler arrive au pouvoir, de nombreux musiciens, artistes, mais des gens aussi, des juifs, des gens qui étaient contre la dictature, ont dû quitter l'Allemagne, sinon ils terminaient dans des camps. Et donc Cosma est un de ceux qui arrivent en France dans les années 30, et il y en a tout plein, hein, après. Je vous raconterai si ça vous intéresse, c'est un sujet que j'aime bien. Donc Cosma arrive en France et cherche à vivre de son métier de musicien. Et donc, les plus belles chansons françaises, on dit toujours, ont été écrites par un Hongrois. Et d'autres chansons comme ça, des chansons d'Edith Piaf qui sont signées Norbert Glansberg. Ça doit être très français, hein. Glansberg, c'est exactement la même chose. C'est celui qui a écrit Paname, celui-là là. Et on entend tout de suite, ça fait Europe centrale. Le couplet de Paname, par exemple, c'est cette aile qui possède aujourd'hui. Ben, les feuilles mortes, c'est exactement la même chose sur le couplet du départ. Jacques Prévert, Joseph Cosma et feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs, les regrets aussi. Le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli.
Merci à Martine qui nous a accueillis hier soir avec de la cuisine italienne. Non, c'est bien, moi j'aime bien en tant que Français qu'on nous accueille avec autre chose. C'est aussi une manière d'être français, je crois, d'être... voilà, Marie-Claire et Dominique nous ont accueillis avec un repas mexicain. Voilà, absolument. Donc c'est bien. La je trouve qu'il manque un peu quelque chose de cette folie californienne en France, surtout quand elle vote comme elle vote parfois. Voilà. Et ça nous fait beaucoup de bien de voir que tant de différences peuvent vivre ensemble finalement. Alors écoutez, on va vous faire... j'ai vu que sur le programme, Paul avait annoncé une chanson d'Edith Piaf, il n'y en a pas d'Edith Piaf. Alors si vous voulez, on fait Paname. Et là, parce qu'il est rigolo, comme il faut le dire, Saint-Germain-des-Prés, on s'imagine que toute la chanson française c'était ça, mais pas du tout. Yves Montand commençait sa carrière pendant ce temps-là, Piaf continuait de chanter, Marie Dubas, Fréhel était encore là, même si c'était des vieilles personnes, enfin tous les gens qui étaient avant-guerre, Maurice Chevalier chantait encore à ce moment-là, quoi. Donc on passait du 78 tours au 25 cm vinyle et au 45 tours, quoi, et ensuite seulement 33 tours, puis après le CD, quoi. Mais je veux dire, c'était une époque, il n'y avait pas que Boris Vian, Juliette Gréco, et il n'y avait pas que la rive gauche, quoi. C'est-à-dire que le musical marchait à plein tube, quoi. C'était... Brassens commençait en 1953, 54. Ah, l'Auvergnat, on peut faire l'Auvergnat si vous voulez. Mais peut-être que vous voulez aller vous coucher. L'Auvergnat et machin. C'est pas parce que vous arrivez seulement maintenant qu'il faut encore demander à une heure de réciproque. Monsieur à la cravate, c'est pas parce que vous arrivez maintenant qu'il faut encore demander une heure de réciproque. Vous êtes prêts, vous. C'est elle qui m'obsède jour et nuit, pourtant dépanée d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. C'est elle un jour me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup de souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. C'est elle qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison que tu pleures pas, avec tes amours sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes, toute la comédie des amours, sur un air qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime 14 juillet. Padam, 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 et toujours on achète un
Auvergnat. On va bien. Si tu as suivi la soirée, on va tous se mettre ensemble. Alors,